Vous avez vu? C'est soigné hein, maintenant. Hein. Depuis que j'ai fait 3000 vues sur la précédente vidéo, le cadre, on a essayé de refaire la même lumière. Je suis pimpée comme jamais un mercredi, puisque le mercredi maintenant c'est mon jour off. Tasse assortie, tout quoi. Hein. L'esthétique, pour une fois, on y est. Et normalement, je ne suis pas floue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous le disais là tout précédemment dans l'introduction, je ne m'attendais pas à avoir autant de vues lors de ma précédente vidéo pile à lire de l'automne. J'en suis très surprise et très contente. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont regardé la vidéo, qui se sont abonnées à la chaîne. Bienvenue, j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Ici la régularité, c'est pas trop ça. Là vous avez de la chance parce que vraiment... j'ai pas mis 6 mois avant de ressortir une autre vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler livre d'ambiance d'octobre. Livre parfait pour Halloween. Livre de l'imaginaire français. Nous sommes dans de la SFFF aujourd'hui, science-fiction, fantasy, fantastique, française. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, mon souhait est avant tout de mettre en avant le travail de petites maisons d'édition. Bon, ici, il y a aussi des maisons d'édition un peu plus larges, mais bon, j'essaye quand même de vous présenter des petits éditeurs, ainsi que des auteurs, autrices francophones que je suis depuis de nombreuses années, et une découverte qui s'est glissée là ces derniers jours et que j'ai voulu ajouter à cette vidéo. Petite mise au point, quand je dis livres qui font peur, on y va tout doux, hein, parce que moi j'aime pas quand ça fait peur. Moi je suis une flippette, je suis une lectrice sensible avec beaucoup trop d'imagination, donc vraiment l'horreur extrêmement descriptif, le très glauque. Il faut y aller doucement et avec parcimonie, avec une belle écriture, et que ce ne soit pas gratuit. Ce qui ne veut pas dire que dans les livres que je vous présente, tout est tout beau, tout rose et on est dans un univers très enfantin. Non, il y a des thématiques difficiles, des scènes crues, des scènes dérangeantes, mais je vous le mentionnerai à chaque fois. Si vous êtes une personne appréciant vraiment l'horreur, le côté très graphique, tout ce qui peut être dérangeant, glauque, tout ça, je vous conseille plutôt d'aller chez Jody des Livres de la Crypte, parce que c'est la pointure, je pense, en France, sur le booktube français, pour parler de livres qui font peur. Et ici, on va parler de livres d'ambiance, voilà. Je pose ma belle tasse de chez Caro from Woodland avec un thé du jardin de Mademoiselle dedans, élixir de lune, voilà. Je ne suis pas sponsorisée ni par Caro from Woodland ni par le jardin de Mademoiselle, même si j'aimerais beaucoup. Ça va aller crescendo selon ma sensibilité dans l'horreur, gros guillemets. C'est une ambiance dérangeante plutôt que de l'horreur à proprement parler que je vais vous présenter dans cette vidéo. Le tout premier livre que je vous présente, c'est la lecture que je viens de terminer tout récemment et que j'ai ajouté à la dernière minute lorsque j'ai souhaité tourner cette vidéo. C'est La Bête du Bois Perdu de Nina Gorlier, paru aux éditions Magic Mirror. Je vous en parlais dans ma vidéo pile à lire de l'automne. Je souhaitais me replonger dans les éditions Magic Mirror et découvrir l'univers de Nina Gorlier. J'ai commencé avec son roman La Bête du Bois Perdu, qui est son tout premier roman. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais avec une héroïne, Sibylle, qui ne va pas tomber amoureuse de la bête. Voilà, il faut le savoir pour les personnes qui adorent l'histoire d'amour entre la Belle et la Bête. Ici, point de romance entre les protagonistes. La bête est véritablement une bête monstrueuse qui terrifie, qui tue, qui est dans la forêt juste à côté du village de Sibylle. Ici, on sent que Nina est une personne férue de contes et qui maîtrise son sujet, qui maîtrise le conte de la Belle et la Bête de base, les contes de base de la Belle et la Bête, ainsi que ses origines mythologiques. Et elle se plaît à retravailler tout ça dans un univers ayant une ambiance style La Forêt de l'étrange, Over the Garden Wall. J'ai vu que c'était dans ses inspirations et c'est ce qui m'a poussée personnellement à lire ce roman. Si vous ne connaissez toujours pas la série d'animation La Forêt de l'étrange, allez-y, c'est parfait pour octobre. Ici, Sibylle, l'héroïne dont la mère a été tuée par la bête il y a une dizaine d'années, choisit de s'aventurer dans la forêt pour tuer la bête, c'est son objectif. Une fois dans la forêt, elle va rencontrer nombre de personnages de contes de fées. On a énormément de clins d'œil à l'univers des contes et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman. En parallèle de l'histoire de Sibylle, à chaque début d'acte, si je puis parler
Ainsi, on a l'histoire du prince Espérance qui nous est contée et au fur et à mesure de l'intrigue, les deux histoires vont finir par se croiser et par nous donner le dénouement de toute cette histoire. J'ai vraiment adoré ma lecture, c'est un coup de cœur pour moi, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année mais celui-ci en fait partie. C'est une réécriture de contes intelligente avec une plume travaillée, c'est personnellement ce que je peux reprocher parfois à certaines réécritures de contes. J'aime beaucoup la langue des contes de fées puisque c'est bien souvent une langue travaillée, une langue poétique, lyrique, onirique. Ici Nina coche toutes les cases, selon moi, d'une bonne réécriture de contes de fées puisqu'on a le sujet, on a les thématiques du roman de base, c'est une très bonne revisite de contes de fées, on a tous les éléments et elle en fait quelque chose d'entièrement nouveau, actuel, intéressant, dans une langue travaillée. Donc bravo Nina et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous pencher sur cette réécriture bien différente de celle qu'on connaît habituellement de La Belle et la Bête. La Bête. Tous les contes délicieux que nous avons lus ou entendus, fontaine inépuisable nous dispensant un immortel breuvage dont la source est au ciel. John Keats, Endymion. Il était une fois un royaume lointain, perdu au milieu de la forêt. Les bois aux alentours étaient peuplés de gibier, les torrents regorgeaient de poissons et les montagnes abritaient en leur sein des mines d'or et de diamants. Les étés dans ce royaume étaient une bénédiction et les hivers n'en étaient que plus doux. Mais malgré cette vie de providence, le roi et la reine n'étaient pas heureux. La reine était de santé fragile et les médecins royaux s'accordaient à dire qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Le roi se faisait vieux, et chaque jour passant, leur seule espérance d'avoir un héritier s'éloignait un peu plus. Sa femme, désespérée de ne pas pouvoir mettre au monde un enfant, pâlissait à vue d'œil et sombrait dans une profonde tristesse. Deuxième roman, ici on monte un tout petit peu dans le frisson. Je vous parle de Encens de ma copine Johanna Marine, publié chez Snag. Johanna, c'est une copine booktube, on se connaît depuis très longtemps, on faisait des swaps anniversaires, fut un temps. Et j'ai eu la chance de pouvoir lire certains chapitres d'Encens avant la publication de l'ouvrage. Ici on est en 1919 à la Nouvelle-Orléans. Déjà le cadre est plutôt pas mal, hein, on est plutôt bien pour Halloween. C'est un roman steampunk, on est vraiment dans cet imaginaire là, ce n'est pas un roman historique. Attention, si vous aimez vraiment les romans historiques précis, ça ne vous plaira pas puisque Johanna mélange beaucoup de choses, on est un petit peu dans une sorte d'uchronie. On suit le personnage de Grace qui a été adoptée lorsqu'elle était enfant. Elle est cartomancienne, elle a une chouette mécanique qui s'appelle Plim qui la suit en permanence. On est dans un monde où règne une ambiance de fumée, de jazz et surtout Johanna s'inspire d'un fait divers qui a véritablement existé puisqu'elle nous parle du tueur à la hache qui a sévi à la Nouvelle-Orléans en 1919. Et Johanna, partant de ce fait divers là, crée toute son histoire et va faire se rencontrer au fur et à mesure de son roman deux tueurs, un qui adore la musique et un qui déteste la musique. Les personnages de Johanna sont extrêmement humains, très bien décrits. La plume de Johanna est extrêmement à nouveau poétique, sensible, fine. C'est un roman young adulte, peut-être faut-il que je vous le précise, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de choses extrêmement gore, glauque, même s'il y a des thématiques difficiles qui sont abordées à travers ce roman. La musique a une place prépondérante dans l'histoire. J'espère en tout cas vous donner envie de découvrir Encens de Johanna Marine. Si vous aimez Encens, Johanna a écrit également le livre Cendre qui se passe dans le même univers steampunk qu'Encens, mais on est dans l'Angleterre victorienne. Et d'ailleurs, si vous voulez, et ben là il y a même mon avis sur le livre. Voilà. Il y a quand même mon... Je tiens à dire que j'ai pas été publiée en librairie, j'ai pas été publiée tout court, mais là quand même il y a mon avis. Alors je sais pas, ça se trouve pour vous c'est flou avec la mise au point, mais j'ai dit un récit haletant et sensible. Johanna Marine orchestre son roman d'une main vive et tendre tout en répandant la fumée d'encens au plus profond de la psyché humaine. Voilà, si ça peut vous donner envie. Moi je dis ça, je dirais... J'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo. Prélude. Face au lit, les yeux clos, l'homme referma sa prise sur l'arme silencieuse, faisant tourner le manche rugueux dans sa main. Une fois, 2 fois, 3 fois. Cela tombait bien, il aimait les chiffres impairs. Il rouvrit les yeux. Devant lui, sa victime était là, paisiblement endormie sous une couverture en laine aux motifs fleuris. Sa chevelure rousse tombait en cascade de chaque côté de son oreiller de plumes. Elle était belle, très belle.
peut-être trop pour oser la regarder aussi longtemps. Pensif, il laissa glisser son regard sur son cou, sa poitrine, ses bras, ses poignets, puis sur ses longs doigts posés délicatement sur son ventre rond. Cela l'attendrit quelques secondes. Une petite gorgée. On monte d'un cran dans l'échelle du sombre et du glauque et d'une atmosphère poisseuse d'octobre avec le somptueux Vers de lierre de Louise Le Bars, publié chez Noir d'Absinthe. Louise avait pris contact avec moi il y a quelques années par mail pour me proposer son roman en service presse. C'était une époque où je n'acceptais plus de recevoir des romans de la part d'auteurs et d'autrices, où je choisissais plutôt ce que j'avais envie de découvrir, et bien m'en a pris d'accepter ce sublime roman parce que j'ai découvert une autrice incroyable, une maison d'édition vraiment chouette qui partage énormément de mes valeurs. J'ai un poil de toupie dans le nez. La couverture est quand même somptueuse, cette couleur, tout ce lierre, cette fontaine, cette maison. Dans ce roman, on va suivre un écrivain, Olivier Moreau, qui a la quarantaine, mais là il est en panne d'inspiration. La muse ne vient plus susurrer à son oreille de quoi écrire, et il va retourner dans le village de son enfance pour aller en quête d'inspiration. Et dans ce village, il va découvrir un château, une demeure abandonnée. Il va découvrir la légende du lierreux, un personnage folklorique mais tout à fait inventé par Louise, et chapeau bas parce que moi j'y ai cru à cette légende du lierreux, de ce personnage qui vient de ce vampire végétal en fait, si vous voulez. Dans ce roman, il y a d'autres thématiques qui sont abordées, et si vous aimez le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, vous adorerez Vers de lierre de Louise Le Bars. Son corps est de bois sec et dur, qui craque et grince, ses doigts griffent, ses doigts pincent, son visage est une blessure pour quiconque le regarde. Du ver de lierre prenez garde, dans ses yeux guette le profane, prêt à bondir sur votre âme. Son souffle est tel un cri de hibou, qui trouve son écho entre chien et loup. Il aime les âmes en fleurs, jeunes et fraîches à cueillir, entre ses lèvres se fanent les amours printanières, sur ses noueuses épaules languissent espoir et jeunesse, qui gémissent et se dessèchent comme l'automne, son rire amer de faune. Roman suivant, on saute un pas, on enjambe une marche, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas on va plus loin dans l'horreur et dans le glauque, puisque je vous présente la seule, l'unique Morgane Cossarieu avec son roman Vertèbre, publié au Diable Vauvert. C'est pas le plus dérangeant des romans de Morgane Cossarieu, mais tout de même, soyez un public averti. Chez Morgane, c'est pas tout beau, tout rose, loin de là. Ici, Morgane réinvente le mythe du loup-garou à la sauce années 90. Donc si vous avez grandi dans les années 90-2000, tout comme moi, ça vous parlera. Il y a énormément de références à la culture pop, Diddle, les minicums, tous les jouets auxquels on jouait quand on était enfant, les émissions qu'on regardait, la musique qui passait à la radio, Coucou Rock Voisine. Il y a énormément de références qui font plaisir à lire quand on est un enfant, enfin quand on a été un enfant à la période des années 90-2000. Ici, on suit un trinôme puisqu'on a Sacha, notre protagoniste, la jeune fille qu'on suit puisqu'elle l'écrit dans son journal intime, qui, avec son ami Brahim, a perdu Jonathan. Jonathan, leur troisième ami. Jonathan est retrouvé quelques jours plus tard et Jonathan commence à devenir un petit peu bizarre. Déjà, il parle plus, il a perdu énormément de poids alors qu'il était obèse, et la figure du loup-garou va s'amener dans tout ça. À nouveau, je n'ai pas envie de vous donner plus de détails sur cette histoire, mais c'est graphique. Voilà, parfois il faut savoir que c'est très graphique. Il y a des scènes explicites. C'est pas pour un très très jeune lectorat, pas du tout. Je dirais qu'on est plutôt sur une moyenne de 15 ans, selon moi et ma sensibilité. Mais c'est un roman vraiment délectable à lire. On a envie même d'en savoir plus à la fin sur toute sa mythologie de loup-garou. Si vous aimez Morgane à travers sa mythologie vampirique, vous aimerez Vertèbre, bien évidemment. Et comme le dit mon ami John Smith, Légendarion, Morgane Cossarieu, avec Vertèbre qui se passe dans les années 90, elle offre aux enfants de cette génération-là, qui aujourd'hui sont des adultes, la même chose qu'a pu offrir Stephen King avec son Ça pour les personnes ayant grandi dans les années 60. J'espère que ma paraphrase
est juste et n'est pas trop alambiqué. J'avais adoré moi personnellement lire Vertèbre. Je préfère tout de même les vampires de Morgane, mais je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour savoir si pour vous le style de Morgane Cossarieux est fait pour vous ou pas. Ils dérivent dans la tiédeur épaisse, identique. Ils entendent le sang qui s'écoule et cette palpitation sourde, ce rythme si puissant, ce tambour. Ils s'attirent. Parfois ils se frôlent à peine, parfois ils se touchent, chair contre chair. Des protubérances qui ne sont pas encore des doigts et qui pourtant cherchent à se saisir. Toi et moi et toi. Ils sont l'un contre l'autre maintenant. Ils se collent sans se voir, transparents et mollassent. Ils se collent de toute leur minuscule force. Ils s'aiment, ne me quittent jamais, toi et moi et toi. Ils commencent à se souder, l'un à l'autre, à s'imbriquer, à se distordre. On ne les séparera plus, membres entremêlés, peau qui se mêle à la peau. 5e roman de cette liste, Ouijigo d'Estelle Faye. Estelle Faye est une de mes autrices préférées, j'aime beaucoup ce que fait Estelle, ça me parle énormément, c'est une plume incroyable qui nous décrit toujours des mondes imaginaires complets et complexes et avec des thématiques actuelles. Ici, Estelle a fait un pas de côté puisqu'elle est dans l'horreur, mais l'horreur à un niveau raisonnable pour les personnes sensibles comme moi. Dans Ouijigo, là aussi on est un petit peu dans la redécouverte du mythe du loup-garou, ou en tout cas de la bête. On parle beaucoup de bêtes, entre la bête du bois perdu, Vertèbre, tout ça, on est dans l'animalité, en tout cas pour cette vidéo j'ai bien l'impression. Le roman commence en 1793, on est en pleine période révolutionnaire et un soldat de la garde républicaine doit arrêter un noble qui s'appelle Justinien qui vit dans une forteresse à flanc d'océan. C'est très beau. Voilà, le tout début de Ouijigo est très marquant par cette ambiance de tempête, par cette forteresse de pierre. Moi j'imaginais un phare, quelque chose comme ça. Justinien va raconter sa vie, ce qu'il a vécu bien des années avant à ce garde qui vient l'arrêter. Des années plus tôt, Justinien est parti sur le continent américain, au Canada précisément, pour traquer une créature. À nouveau, il y a des scènes explicites dans ce roman, mais peu. On est dans un roman plutôt d'angoisse, on est dans une ambiance, à nouveau, on n'est pas très à l'aise, mais c'est addictif, c'est un page-turner. Je me souviens l'avoir lu il y a 2 ans, durant mes vacances de la Toussaint. Je me souviens devoir le lire très vite parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait, parce que ça m'angoissait profondément, mais je me souviens aussi ne pas pouvoir l'ouvrir lorsqu'il faisait nuit, parce que ça m'angoissait trop d'imaginer cette bête qui traquait ce groupe. Si vous aimez les récits policiers un petit peu style Agatha Christie, où au fur et à mesure il y a de plus en plus de meurtres et l'étau se resserre autour du meurtrier, et ben ça vous plaira. Le mot d'ordre ce serait les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Je ne vous en dis pas plus. Basse-Bretagne, mars 1793. À chaque pas, la vase accrochait les semelles cloutées des bleus qui devaient libérer leurs pieds de son étreinte dans un concert de chuintements liquides évoquant des sanglots. Avec la marée descendante, la côte empestait l'algue et la pourriture, en accord avec ce printemps malade où la jeune révolution s'enlisait dans la guerre civile et le sang. Au-delà des écueils laissés à découvert, l'océan moutonnait, fouetté par le noroît. Le vent gerçait les lèvres des hommes et portait les embruns jusque sur la colonne de soldats. À l'horizon, une barre de nuages d'encre tranchait entre le gris des vagues et celui du ciel. Une tempête approchait. À la tête des soldats de la République, Jean Verdier, un lieutenant de 20 ans à peine, qui avant la levée en masse n'avait jamais quitté Paris, releva la pointe de son bicorne et examina le donjon. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, qui est le livre à lire, le livre à retenir selon moi de toute ma sélection et de tous les livres que j'ai pu lire depuis que j'ai cette chaîne, je zozote, excusez-moi, c'est Apostasie de Vincent Tassi. J'ai ici une intégrale des éditions du Chat Noir, j'en suis très très fière. Vous retrouverez tout ce qu'a écrit Vincent autour de son roman Apostasie. Voilà, et j'avais eu des cadeaux avec, donc je vais les poser avant que ça m'embête. Que vous dire sur Apostasie que je n'ai pas encore dit? Vous pouvez retrouver nombre de mes vidéos où je vous parle, où je vous crie mon amour pour cette œuvre de Vincent. Mon ami John Smith Légendarion avait fait un podcast dédié à Apostasie que je vous référence parce qu'il en parle merveilleusement bien. Dans Apostasie, on suit Anselme qui est un jeune garçon qui se sent exclu, pas à sa place dans le monde, et du jour au lendemain il décide de s'en aller dans la forêt, de partir
partir vivre dans la forêt. Il va à la bibliothèque très régulièrement, tout de même. Et un jour, dans les rayonnages de cette bibliothèque, il trouve un livre. Un livre qui s'appelle La Sylve Rouge, et ça lui rappelle la forêt dans laquelle il a élu domicile. Et c'est un livre contant les légendes de la forêt. Et Anselme va se perdre dans cette forêt, se perdre dans ces légendes, se perdre dans l'histoire de la princesse Apostasie qui est endormie. Il va rencontrer des créatures terribles, des créatures suceuses de sang, mais pas que. Et l'écriture de Vincent, je pense que toutes les personnes qui ont lu du Vincent Tassi pourront vous dire la même chose. On retient de ce livre avant tout l'écriture de Vincent. Autant chez Morgane, on est dans une écriture trash, franche, directe, crue, autant ici, Vincent, avec une plume, mais sublime, vous décrit les choses les plus horribles que sont capables de faire les êtres humains et autres créatures. Et pourtant, ça vous parle et c'est sublime et c'est terrible parce que vous avez un relent de culpabilité d'aimer lire des choses pareilles, tant c'est bien écrit, c'est du génie. Hein, voilà, j'aime beaucoup Vincent Tassi, je l'ai déjà dit à l'auteur, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne. Merci aux éditions du Chat Noir de m'avoir fait découvrir Vincent Tassi. Voilà, que vous dire de plus sur Apostasie, je ne sais pas, mais si vous ne devez en retenir qu'un, c'est celui-là. Mon ombre, ma pauvre ombre, depuis le coucher du soleil elle saigne, et ça ne s'arrêtera plus. Mais d'où vient-il tout ce sang? De nulle part, sans doute. Des eaux noires d'une malédiction. Je ne pourrai plus sortir de chez moi maintenant. Je m'en moque. Je vais peut-être me laisser mourir de faim, me noyer. Est-ce que mon ombre saignera encore quand je serai mort? Est-ce qu'elle pourra engloutir le monde? Oui, je crois bien. Je l'ai lu. On trouvera mon corps, la source de ce mal inconnu. On l'enterrera quelque part. On priera pour que des funérailles mettent fin à l'inondation, mais le sang se répandra encore et encore, partout dans la terre, depuis la racine poreuse de mon cercueil. Même dans l'obscurité de la tombe, j'aurai toujours une ombre. Alors on étudiera les arcanes de ma dépouille pour neutraliser son fléau. On voudra me réduire en cendres, mais leurs ombres invisibles, même celles de mes chairs désintégrées, saigneront en averse éternelle. Dans des siècles ou plus tôt ou plus tard, mes ombres auront tout noyé. Voilà, cette vidéo autour de mes recommandations lecture d'octobre, ambiance halloweenesque est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé, que je vous ai donné envie de vous pencher sur ces ouvrages. N'hésitez pas vous à me recommander dans les commentaires des ouvrages écrits par des auteurs et autrices français. Eh bien écoutez, à très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo.